moment, en fait, peut aussi s'inscrire dans une autre histoire, une histoire parallèle, mais ces recherches s'inscrivent aussi dans le courant, je dirais, d'anthropologie des techniques générales qu'on observe en France. Et je dirais, en tant qu'étudiant, dès les années 80, dès 83, 84, je commençais à suivre des séminaires qui se tenaient aussi chez nous à l'Institut Michelet en archéologie, qui étaient organisés par la revue Technique et Culture, par Robert Cresswell, François Sigaud, Jean-Luc Jamard, Pierre Lemonnier, François-René Picon, Marie-Noëlle Chamou, Marie-Claude Maillas. Ceux qui avaient fondé l'équipe, c'était Robert Cresswell, qui était un ancien étudiant d'André Leroy-Gourhan, et qui est un spécialiste d'ethnologie des techniques en Europe, mais aussi en Afrique du Nord et au Proche-Orient, qui avait travaillé sur les moulins, et qui a fondé la revue Technique et Culture et l'équipe Technique et Culture au milieu des années 70, en agrégeant autour de lui différents anthropologues autour des techniques. C'est un moment très important parce qu'au début des années 80, en 82, la revue existe avec un ISBN et va être créée non plus comme une revue grise qui a existé dans les années 70, mais comme une véritable revue qui est vendue en librairie. On la trouve au PUF, on la trouve à Librairie Compagnie, on la trouve à différents endroits dès les années 80. Et c'est un creuset dans lequel on a un vrai mélange d'archéologie, d'anthropologie, mais aussi de sociologie de l'innovation, et de psychologie également, de philosophie, d'histoire des sciences et techniques, d'épistémologie des techniques donc, et de la culture matérielle, dont un creuset dont nous, étudiants dans les années 80, on bénéficie en parallèle des formations en archéologie ou dans d'autres endroits. Et c'est un lieu de recherche où les chercheurs viennent exposer leur terrain. Bien entendu, ce qui fait le lien entre nous, entre tous, c'est les aspects techniques, les aspects culture matérielle. Et il y a énormément de débats à ce moment-là, avec une vision, je dirais, un peu générale et utopique autour des techniques, c'est-à-dire de pouvoir les décrire de façon globale. Si je démarre par ça, et je vais revenir sur technique et culture, c'est que au début des années 90, alors que je sors de ma thèse, où je suis pratiquement en train de la rédiger, Pierre Lemonnier organise, dans cet esprit-là de technique et culture, un débat rencontre-colloque avec Bruno Latour. Et il y a beaucoup d'échanges avec Latour et l'anthropologie des techniques à ce moment-là. Il est au Centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines. Il pilote un certain nombre de recherches avec Madeleine Acriche notamment, avec Michel Callon, donc en sociologie des techniques, aussi sur une nouvelle vision des techniques dans lesquelles les dimensions sociales, symboliques et d'efficacité aussi sont débattues. Et ça bouge beaucoup, c'est très animé et je dirais assez agressif envers une certaine, je dirais, technologie un peu plan-plan, auquel il pense que technique et culture est associée. Or, technique et culture, elle est déjà très interdisciplinaire et très animée. Et donc le colloque sur l'intelligence sociale des techniques, l'intelligence technique des sociétés, c'est un peu comme ça que ça se présentait, organisé par Bruno et
et Pierre Lemonnier est un moment très intéressant dans l'histoire des réflexions, parce qu'on a des traditions différentes, celle de la sociologie et celle de l'anthropologie, qui vont se confronter et débattre d'un vrai enjeu. Et ils invitent des gens comme moi, qui travaillent sur les chimpanzés et sur les cultures, ou comme Shirley Strum, grande spécialiste des babouins, qui a travaillé avec Bruno Latour à San Diego. Ils ont écrit plusieurs articles ensemble, à converser, à échanger avec les spécialistes du design, les spécialistes d'histoire des techniques ou de sociologie de l'innovation. On va voir Laurent Bibard qui va nous parler des médicaments et des dimensions techniques et sociales des médicaments. Et il va y avoir Madeleine Lacriche qui va parler je dirais, des questions d'électrification en Côte d'Ivoire ou des innovations et des transferts de technologies à un endroit ou un autre, des archéologues comme Sander van der Leeuw ou Philippe Gélin, aussi un collègue de ma génération qui travaille sur les transferts de techniques entre les paludiers de Guérande et les agriculteurs de Guinée qui vont développer du sel par évapotranspiration et comment ces innovations techniques françaises peuvent se greffer dans le milieu guinéen. Multiplicité de choses qui créent une sorte d'événement dans lequel il y a des débats sans concession sur les dimensions évolutives des techniques et comparatives avec différentes méthodologies qui se confrontent. Et c'est ça, je dirais, un des points importants de ce moment-là, c'est de revenir voilà, au début des années 90 sur ce qui s'est fait depuis 20 ans en anthropologie des techniques, qui est tout compte fait un secteur qu'on a mis à part de l'anthropologie noble. C'est un peu une anthropologie par les pieds, quoi. Il y a Lévi-Strauss d'un côté et le monde de l'anthropologie politique en haut, ou celui de la religion, et puis il y a la technologie culturelle. Or, je dirais les agitateurs comme Latour, qui critiquent la philosophie via la technologie, via la sociologie et inversement, aussi se nourrissent de l'anthropologie. Et son travail fait sur la vie de laboratoire, sa thèse en fait, sur les innovations et sur l'ethnographie dans le laboratoire de biologie, lui amène aussi un intérêt, une connaissance fine des enjeux de l'anthropologie. Donc on débat pas dans nos précarés, c'est-à-dire que les uns et les autres ont fait des pas vers le milieu intellectuel des autres et les aspects, je dirais qu'amène l'anthropologie de l'animal ou l'éthologie que j'amène sont pris au sérieux. Ils sont pris au sérieux à cet endroit-là, ils ne sont pas pris au sérieux au milieu d'une discipline, mais ils sont pris au sérieux entre les disciplines. Parce que c'est ça aussi qui se joue, c'est des enjeux intellectuels. Des enjeux intellectuels sur, je dirais, la globalisation, la mondialisation qui sont là, en cours. Ce qui se joue pour moi dans le milieu de technique et culture, dans ces collectifs de chercheurs, c'est les ruptures que nous vivons aussi, c'est-à-dire entre des vieux mondes, des sociétés de petite taille, telles que les dénomme Bob Cresswell, des sociétés de petite taille dans lesquelles on a des ressources de connaissances, de savoir, de pratiques qui sont partagées et partageables, et puis celles qui sont dans des sociétés larges, dans des sociétés modernes. Et Latour, il pointe ça, moderne et prémoderne, aussi dans son anthropologie symétrique. Donc les débats, ils sont là, c'est-à-dire qu'à technique et culture, même si on est attaché à de l'empirie et à des recherches qui partent par le bas, en gros, on fait face à la modernité. Et comment l'anthropologie se débat dans la modernité, sans être relativiste. Parce que c'est le penchant.
aujourd'hui, l'anthropologie francophone, qui est une anthropologie qui a une visée scientifique, elle est mangée, elle est dévorée toute crue par les cultural studies anglo-saxonnes qui ont des visions bien moins exigeantes, si je peux le dire ainsi, du point de vue de la scientificité des sciences humaines. C'est ça aussi qui se joue, c'est-à-dire les enjeux de scientificité de l'anthropologie. Et moi qui viens de l'archéologie, qui suis passé aussi par les sciences, je dirais, de la nature, ces enjeux-là me passionnent. Je les trouve, je dirais, centraux. Et aujourd'hui, 40 ans après, en 2021, 2022 bientôt, on est dans quoi? On est dans des mondes où l'enjeu, c'est celui du fake. C'est celui de la réfutabilité, du contrôle, de la parole, de la communication, qui ont mangé les questions de scientificité. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est face à ces questions-là je dirais, de fondement et de fondation des connaissances dans un monde qui est un monde digital. Bon, là je m'éloigne un peu, mais je dirais que ce qui se joue avec à Technique et Culture, ces choses-là. Et malheureusement, le temps n'est plus aux revues. Et à la Technique et Culture, pendant une quinzaine d'années, sous l'égide de Jean-Luc Jamard, vit une vie intense. Mais après, le dialogue entre anthropologie et archéologie, je dirais, il devient alternatif. Souvent, il y a des numéros Technique et Culture qui sont faits par des archéologues et puis d'autres numéros qui sont faits par des ethnologues et ça évolue comme ça. Et je dirais, bon voilà, il y a des moments dynamiques et des moments moins dynamiques dans la vie des réseaux et des revues. Et le CNRS et la direction du CNRS, vers début des années 2000, décide de faire disparaître un certain nombre de revues françaises. Il y en a trop. Je crois qu'il y a 400 revues, certaines sont toutes petites, elles sont rattachées à des laboratoires. C'est le cas de Technique et Culture. Technique et Culture est une revue qui est une revue de laboratoire, du laboratoire Technique et Culture, qui est une unité propre au CNRS, qui n'est pas ce qu'on appelle une UMR, une unité mixte de recherche dans laquelle il y a plusieurs institutions qui fonctionnent ensemble. Et donc le CNRS, voulant faire disparaître la revue Technique et Culture, l'équipe Technique et Culture, va faire disparaître par la même occasion la revue Technique et Culture. En se débarrassant de l'équipe, on se débarrasse de la revue. Donc il se passe ça au niveau de la direction du CNRS. Et les collègues qui dirigent la revue cherchent un repreneur. Et ils me demandent de reprendre la revue, de me présenter pour être rédacteur en chef de la revue. Je dis non dans un premier temps parce que je gère une équipe déjà de plein de personnes autour des primates. Et ça m'est difficile, mais je comprends bien, au bout de quelques semaines de discussion avec les amis, avec Cresswell, Sigaud et Jamard en particulier, que la revue risque de disparaître. Alors je dis pourquoi pas, mais à quelques conditions, c'est-à-dire qu'on ait carte blanche pour redémarrer une revue avec une nouvelle dynamique et qu'on puisse la déplacer à Marseille alors qu'elle était à Paris. Et on obtient à peu près tout. C'est-à-dire qu'on obtient la possibilité de déplacer la revue à Marseille. Et moi, je viens d'être nommé à Marseille. J'ai quitté le laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, où j'avais travaillé avec Philippe Descola pendant un paquet d'années, pour venir à Marseille, à la Vieille Charité, où j'enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je viens avec la revue en 2006. On démarre tout nu, on n'a rien, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secrétaire, on n'a pas d'argent, etc. Donc le CNRS va nous aider, on va avoir un poste de secrétariat de rédaction et l'école des hautes études également. La revue est fabriquée avec le CNRS, avec la Maison des sciences de l'homme de Paris, qui est notre éditeur historique, et maintenant avec un petit partenariat de l'école des hautes études qui fournit une secrétaire de rédaction. Donc c'est comme ça qu'on remonte la revue. Et la revue, on la remonte en couleur.
en grand format plutôt que de passer en ligne comme ils voudraient nous y amener. L'idée, c'est de faire réellement un dialogue interdisciplinaire, mais à plus de disciplines. Donc je fais venir des historiens de l'art, Thomas Golsen, ou des historiens comme Gilles Bartholins, Pierre-Olivier Dittmar, toutes sortes de collègues qui sont intéressés par des questions animales et des questions techniques. Donc on a des historiens qui, eux-mêmes, ont déjà développé un groupe de recherche très, très multiple, avec un grand intérêt pour l'anthropologie. Donc l'anthropologie historique était forte, et là, avec la nouvelle génération, avec ces jeunes chercheurs, il y a aussi de nouvelles visées pour redialoguer autrement avec les anthropologues. Donc on va avoir des historiens, des psychologues, des sociologues et des archéologues qui vont nous rejoindre, plus les anciens de la revue qui ont bien voulu rester et continuer à travailler avec nous. Et là, la revue, on la passe thématique, c'est-à-dire que délibérément, on essaie de forger un nouveau modèle éditorial en couleur, un format plutôt américain, anglo-saxon, un peu plus carré. L'idée, c'est de développer une revue et de la décliner aussi en une collection. Bon, on n'arrivera jamais à développer la collection, mais en gros, on a gardé le format carré avec une double narration, une narration par l'image d'un côté et une narration textuelle. L'idée, c'est de toucher un plus grand public. L'idée, c'est de toucher un plus grand public qui est un public, on ne sait pas très bien qui il est, on ne sait pas très bien faire non plus. Au même moment, il y a une revue qui s'appelle 21, qui naît en France, qui est développée par Antoine de Saint-Exupéry, qui est une sorte de MOOC très, très, très chouette. Et notre idée, c'était de faire ça. Mais bon, dans ce cas-là, on serait sorti du cadre d'un financement CNRS, et donc on reste un peu sage. Mais l'idée, c'est de réellement faire une narration par le terrain, par l'image d'un côté, et par l'exemple, restituer les terrains, restituer, je dirais, des savoirs situés, redonner la parole aux acteurs aussi. L'anthropologie, en gros, elle dématérialise, elle déshumanise. Dans ses publications, son vrai engagement. Bien souvent, on a des publications qui sont uniquement littéraires, qui parlent de telle ethnie ou de telle autre ethnie, sans qu'il y ait une seule personne qui parle. Et en gros, on monte en généralité, on monte en conceptualisation, mais on ne sait plus faire parler les personnes. Donc l'idée aussi, c'était de rendre ça. Et on va faire plein d'expériences, notamment avec des dessinateurs de bande dessinée, ou apporter la bande dessinée au SHS. C'est quelque chose que je vais développer pendant plusieurs années, c'est-à-dire aussi amener à rendre compte des individus sur le terrain, à rendre compte du détail. Bien souvent, il y a des choses qu'on voit, qu'on ne peut pas documenter, qu'on ne peut pas photographier ni filmer. Parfois, on peut les dessiner. Ou on peut les redessiner a posteriori et restituer autrement pour un public plus large. En gros, c'est aussi l'idée de faire une revue et des numéros qui parlent à un plus grand nombre et qui puissent être aussi remises sur le terrain. Alors voilà, on a travaillé pendant plusieurs années à élaborer ce genre de choses autour de l'enjeu agraire, des pâturages, autour de l'alimentation, autour des objets. Pierre Lemonnier a dirigé un numéro avec Sandra Révolon sur des objets irremplaçables. J'en ai dirigé un sur les natures de l'homme, qui était le premier numéro qu'on avait lancé, qui correspondait à des rencontres interdisciplinaires qu'on avait organisées au Collège de France pendant plusieurs mois sur les différentes formes d'appropriation de la nature. Et ça a donné lieu à un premier ouvrage. On regardait les aspects la nature appropriée d'un côté, donc externe, et puis les natures intériorisées de l'homme, l'homme biologique ou
ou l'homme animal. Donc c'est ce conflit qu'on a entre deux visions externalistes et internalistes, comment on pouvait les réunir. Donc l'enjeu de ce livre autour des natures de l'homme, c'est comment gérer les parcs naturels d'un côté, les animaux dans les eaux d'un autre, mais aussi la question du cannibalisme, tel que l'envisageait Georges Guy-Lescuré, qui regardait à la fois les dimensions biologiques et culturelles du cannibalisme. Donc on regardait les deux dimensions. C'était aussi un dialogue avec les philosophes autour de, je dirais, des schèmes nature-culture et animaux humains. Comment ils s'articulent, ces deux schèmes s'articulent ou pas. C'est un des débats dans le numéro. Après, on a fait, je dirais, pendant, maintenant depuis une quinzaine d'années, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on a cette nouvelle formule, mais cette nouvelle formule, on la veut réellement interdisciplinaire et que l'interdisciplinarité ne soit pas simplement rhétorique, parce que de partout on nous parle d'interdisciplinarité. Et quand on regarde de près, qu'est-ce que font les gens? En gros, ils font leur recherche de leur côté et puis après ils les mettent ensemble, puis ils parlent d'interdisciplinarité. Non, ça c'est du post-hoc, c'est de l'interdisciplinarité après. Faire de l'interdisciplinarité dès le départ, en envisageant, je dirais, tous les malentendus qu'il peut y avoir entre les disciplines avec les mots que nous utilisons, et comment on travaille ensemble, ça c'est une autre paire de manches. Et donc l'idée, ça a été de lancer des appels à contribution et à faire des rencontres, c'est-à-dire les gens font des propositions, on les travaille, on les critique à Technique et Culture en comité de rédaction, on retourne vers les gens qui nous font des propositions, et après, on leur propose d'organiser avec eux, ensemble, des rencontres. Et ces rencontres, on met ensemble les gens du comité de rédaction et les différentes personnes du numéro qui s'écoutent les uns les autres. Donc on ne demande pas des articles, on demande des présentations PowerPoint. Ils présentent leur projet d'article et ils discutent les uns les autres. Et nous, on essaie de débattre avec eux. Donc que les numéros se co-construisent entre les auteurs aussi. Donc on va avoir un sociologue qui va dire telle chose, on va avoir un philosophe, on va avoir un agronome, on va avoir un économiste, on va avoir un spécialiste du comportement animal, etc., qui vont venir aussi avec des mots et des lexiques qui ne vont pas être les mêmes. Donc on va générer de la connaissance, on va générer des malentendus, il va falloir les résoudre et les surmonter pour pouvoir faire un numéro qui soit lisible par un plus grand nombre de personnes. Donc c'est une interdisciplinarité, je dirais, en construction. Et quand on fait un livre, on est confronté à ça, on fait quelque chose de concret. Et quand je dis le concret, c'est le concret du début à la fin. C'est-à-dire que ça va de la prise de vue sur le terrain jusqu'à la mise en débat, à la discussion. Par exemple, à la revue, on se refuse à recadrer les images. On n'est pas dans Gradiva ou dans des revues d'anthropologie ou des revues de design qui recadrent. Non, le document doit être discuté dans sa forme, dans sa matérialité, dans ses limites, dans ses imperfections. Et quand on discute d'un recadrage, par exemple, on le discute avec l'auteur. On ne va pas intervenir après pour faire joli, pour avoir une belle maquette. Non, on garde le document. Donc c'est aussi ça la vie de la revue, c'est ce travail assez fin sur les documents eux-mêmes, sur leur mise en page, sur le poids des images et l'articulation des images. Voilà ce à quoi on s'est amusé, parce que, à la revue à Technique et Culture, parce que, je dirais, c'est une forme de connaissance. Après, pour moi, une des choses qui est plus importante, qui va nous pousser un peu plus loin, c'est réfléchir aussi aux différentes formes de narration. Comment on raconte les terrains, comment on exprime la connaissance, comment on exprime les problèmes. Et quand on raconte tout par du texte, si on est un grand écrivain ou si on est un bon écrivain, on arrive à fictionnaliser, on arrive à raconter par les ressources de l'écriture, par les ressources de la langue. Mais nous aussi, tous les chercheurs ne sont pas doués à ce point-là. On n'est pas tous de grands écrivains. Et donc,
je dirais en démultipliant les formes d'écriture, on peut compenser un peu et on peut apporter aussi d'autres choses. Quand je parlais du dessin ou de la bande dessinée, c'est ça. Et pendant des années, on a essayé de se trouver, je dirais, des récits ethno-photographiques ou photographiques qui nous permettent de produire une connaissance scientifique via l'image et via l'image articulée. Et rien de tel que ce qui se faisait, je dirais, à la fin des années 70, avant que le web n'arrive. Je me suis inspiré de John Berger, qui est un essayiste, historien de l'art, sociologue, écrivain anglais qui vivait en France, qui est décédé maintenant, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une autre façon de raconter », avec un photographe, Jean Maure, où ils ont écrit un livre avec pratiquement que des photos. Ils ont fait un essai photographique de 200 pages sur la vie dans les Alpes françaises, uniquement à partir des photos. Et par la composition photographique, très efficace, on peut lire un récit, le passé je dirais, du XXe siècle, d'une population alpine et de sa vie au cours du XXe siècle, uniquement par des images. Donc, m'inspirant de ce modèle-là, en fait, j'ai essayé de développer une nouvelle façon de raconter le terrain ethnographique, éthologique, archéologique, par des récits en images ou des récits en dessin.